on va peut-être commencer par toi, Alexandre Leschnay. Tu es un jeune journaliste, au fait. Tu as moins de 30 ans. Alors, je voulais, moi, te poser une première question sur quand on sort, en fait, je ne sais pas si tu as fait une école de journalisme, tu vas nous parler de ton parcours, mais quand on débute dans le métier, est-ce que le numérique, c'est évident pour les journalistes? Et au-delà du numérique, intégrer et savoir traiter des datas, est-ce que tu pensais que c'était important dans ton métier, que ça allait être le fond de ton affaire, en fait? Moi, j'ai un parcours un peu particulier puisque je suis venu de l'informatique pour faire du journalisme. Donc, la question, elle ne s'est pas posée, pour moi en tout cas. Après, pour beaucoup de collègues avec qui je peux travailler, la formation qui est prévue, elle a besoin d'être améliorée avec beaucoup de formation personnelle et de travail en autodidacte pour apprendre différentes techniques et voilà, améliorer ses connaissances en numérique ou sur d'autres sujets. Au niveau des écoles, de ce que tu en connais, je crois que tu interviens dans une école parisienne notamment et à Sciences Po. Où en sont-elles, si tu veux, dans leur façon d'appréhender ces questions de traitement de la donnée, puisque ça devient une donnée essentielle pour ces grandes enquêtes? C'est essentiel. Après, des grandes enquêtes comme ça, il n'y en a pas non plus beaucoup. Donc, pour des écoles qui doivent former tout un tas de journalistes sur différents supports, sur la télé, la radio, le web, la presse écrite et d'autres, les agences et choses comme ça, de faire une formation dédiée à simplement le fait de gérer des bases de données, ce serait un peu beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Et ce qu'ils essayent de développer, c'est un peu plus une numératie, donc essayer de plus comprendre les nombres, de comprendre un peu mieux comment fonctionne une feuille d'un tableur et de ne pas avoir peur en ouvrant un fichier Excel. Et aussi de réfléchir de réfléchir l'information sous forme de données structurées. Et donc ça, c'est un peu ce que moi je peux faire à Sciences Po ou au CELSA. Et c'est ce qui se fait aussi dans beaucoup d'autres écoles maintenant où ils ont quand même vu que c'était quelque chose d'intéressant et ils essayent plus de donner le goût aux journalistes. Et ensuite, s'ils veulent se perfectionner, c'est des choses qu'ils pourront faire dans le cadre de leur travail ou chez eux le soir. Si on t'a fait venir, c'est qu'on meurt d'envie, et je pense qu'un certain nombre d'entre nous également, on meurt d'envie de savoir comment ça s'est passé au cœur de la fabrique, comment on travaille finalement dans ces enquêtes qui impliquent plusieurs centaines de journalistes, entre 300 et 400, c'est ça? De par le monde, hein, sur ces grandes enquêtes type SwissLeaks sur laquelle tu es intervenu. Ouais, pour Panama Papers, je crois qu'il y avait 200 journalistes. Moi, j'ai pas travaillé sur celle-ci puisque je suis parti du Monde 3 mois avant qu'ils commencent à travailler dessus. En revanche, j'ai participé à celle qu'on a faite avant, qui était SwissLeaks, donc qui est en gros le travail sur les fichiers bancaires, les fichiers bancaires de HSBC qui ont été récupérés par un informaticien qui s'appelle Falciani et qui avait été ensuite transmis à la justice française et au fisc. Et donc, 2 journalistes du Monde ont récupéré ces fichiers, donc ceux du fisc, et devant l'ampleur de la tâche, il y avait 150 000 lignes dans la base de données. Il y avait des centaines de pays qui étaient concernés. Au début, ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire tout seuls avec une imprimante. Ensuite, après une panne d'imprimante, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'être plusieurs, donc on s'y est mis à plusieurs. Et au début, on voulait vraiment ne le faire qu'avec le journal Le Monde et donc envoyer aux correspondants différents bouts de fichiers, leur dire voilà, peut-être que là-dedans, il y a des gens intéressants, débrouillez-vous, sortez l'info. Et on s'est rendu compte que les correspondants du Monde n'étaient pas tous prêts à faire de l'enquête et à chercher des noms comme ça et que ce n'était pas forcément leur culture journalistique. Et à ce moment-là, l'idée a été de le partager avec ce consortium avec qui Le Monde avait déjà travaillé avant. Sur d'autres enquêtes, ouais. Sur Offshore Leaks et sur LuxLeaks. Donc Offshore Leaks, c'était des données d'un prestataire en compte offshore et LuxLeaks, c'était les tax rulings du Luxembourg qui passaient par PricewaterhouseCoopers.
Et donc 2 fois déjà, Le Monde a été participant de ces enquêtes qui sont faites par des journalistes dans le monde entier. Et pour SwissLeaks, la nouveauté, c'était que c'était Le Monde qui apportait les informations. Donc on a donné le fichier, on a organisé déjà l'ICIJ a récupéré ces informations et a fait du reverse engineering pour essayer de reconstituer la base telle qu'elle était au début, puisque le fisc avait fait des choses simplifiées dans des choses qui devaient simplifier le travail des agents. Et donc, le consortium a une équipe de 3 ou 4 développeurs qui préparent la base de données pour qu'elle soit le plus possible prête à du travail journalistique. Donc, en fait, ils sont très peu nombreux dans ce consortium. Hein. Oui, ils sont une dizaine, et leur atout, c'est le réseau qui est constitué depuis plusieurs années maintenant de différents journalistes et médias partenaires dans le monde entier. Et donc en septembre, je me souviens plus de l'année du coup, mais donc on va dire 6 mois avant la sortie de l'enquête, on s'est tous retrouvés au Monde. Il y avait des journalistes du monde entier, de leurs partenaires, qui ne savaient pas forcément pourquoi ils venaient, et on leur a expliqué, on leur a fait une petite démonstration, ce qu'il y avait dans la base, comment ils pouvaient chercher dedans. Ensuite, le consortium leur a montré les différents outils qu'ils avaient mis en place pour chercher dans la base de données. Et on avait invité un expert qui leur a raconté des trucs sur comment ça marchait, comment les fichiers étaient arrivés, ce que ça voulait dire. Et du coup, après, en gros, chaque journaliste rentrait chez lui avec un accès à la base de données et plusieurs mois pour chercher les noms intéressants, pour trouver des angles originaux. Et puis, tout ça a été coordonné sur un espèce de Facebook privé où on pouvait discuter. On pouvait dire, bah, tiens, j'ai trouvé un tel, il est dans ton pays. Et puis, telle autre personne a l'air assez intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'attraper de votre côté parce que, du coup, en plus, comme les lois sur la presse, elles sont différentes dans les différents pays, c'était parfois plus simple que ce soit un journaliste français qui demande à des gens des informations plutôt qu'un journaliste allemand. Et donc, voilà, tout ça, c'était principalement dans notre coin. Chaque journal avançait sur ces petites informations. Donc, nous, en France, moi, j'ai essayé de trouver les noms connus en branchant la base de données sur Wikipédia, en branchant avec les personnes recherchées par Interpol et ce genre de choses. Et après, on se donnait de nos nouvelles régulièrement pour essayer de voir où on en était. Et le but étant de tous publier le même jour à la même heure pour donner à toute cette enquête une ampleur internationale, et que si c'est que Le Monde qui le sort, les autres médias français auront du mal à le reprendre parce que ça les ennuie toujours un peu de raconter ce que les autres sortent. Si c'est 150, je sais plus les 50, je crois, pour SwissLeaks, 50 journaux en même temps dans le monde entier, ça devient incontournable, et donc ça devient l'information principale de la journée. C'est ça le but du jeu, de communiquer en même temps, c'est d'avoir une force de frappe. C'est un des buts, oui. Ouais. C'est que du coup, ce soit incontestable, c'est ça. C'est ça, et que oui, ce soit incontournable, et que par exemple pour LuxLeaks, qui a été si ça s'était sorti qu'en France ou qu'au Luxembourg, ça n'aurait pas eu la même ampleur que quand toute l'Europe en parle en même temps, et où du coup a les réactions politiques à chaque fois, et donc ça donne un point un peu plus important. J'imagine la sécurisation des données, c'est quelque chose d'essentiel. Peut-être que vous pouvez en parler tous les deux. Peut-être côté journalistique et puis peut-être côté technique. La sécurisation... Elle démarre quand, en fait? Dès les premiers contacts? Non, mais on peut dire oui, c'est très important. En vrai, les fichiers, ils ont été récupérés sur une clé USB. Ouais. Moi, je me suis ennuyé pendant 2 heures à essayer de comprendre comment fonctionnait TrueCrypt pour pouvoir emmener les données aux États-Unis, avoir une clé dans la poche, et puis que même si on la trouve, il ne se passe rien. Je suis arrivé là-bas et je leur ai donné ma clé. J'étais incapable de redémonter l'image du disque. On ne retrouvait plus les trucs. Il y avait un bug entre Windows et Mac. C'était n'importe quoi. Et c'est mes collègues qui avaient passé la douane avec la clé dans la poche, et puis toutes leurs sources de toutes les affaires sur lesquelles ils travaillaient, qui étaient en clair, qui ont finalement alimenté la base. Donc, on essaye au maximum de sécuriser les données. On a surtout fait attention aux communications, ce qui était quand même le plus important. Le but
à l'époque, c'est quand même des données qui étaient au fisc français, donc l'État, il ne pouvait pas nous ennuyer, quoi. Ça ne le dérangeait pas qu'on ait ces informations et il ne voulait pas nous les obtenir. Donc, les seules choses dont on devait se prémunir à l'époque, c'était de potentiellement nos concurrents pour qu'ils ne sachent pas qu'on fasse ça, ou des différentes personnes sur lesquelles on enquêtait pour pas qu'elles soient au courant. Après, de qui vous vous méfiez dans ce type d'enquête? Ça dépend de l'enquête, en fait. C'est pour ça que quand le Guardian ou The Intercept sortent des enquêtes sur la NSA, ils ont un ennemi qui est beaucoup plus puissant que quand on fait quelque chose sur une base de données qui a été prise au fisc français et qui s'attaque à quelques stars françaises ou patrons français. Ils n'ont pas tous les mêmes moyens pour investiguer dans notre ordinateur. Au départ, quand vous avez récupéré les données, vous étiez sûr de la fiabilité de ces sources? Ou est-ce que ça a demandé aussi un travail d'investigation? Si on parle de SwissLeaks, c'était assez incontestable, oui. Et puis, en plus, ça avait été vérifié par un rapport parlementaire, par une enquête du fisc. Il y avait un juge qui était aussi sur le coup, donc là, il n'y avait pas trop de questions. Sur Panama Papers, je n'en sais absolument rien, puisque je n'ai pas participé. Tu voulais poser une question, Guillaume? Sébastien, sur la sécurisation des données, tu veux peut-être ajouter un mot? Oui, on avait évoqué le problème de la sécurisation des communications. Il y a eu des outils qui ont été mis en place par la CIG pour que les journalistes puissent échanger via notamment des forums protégés ou d'autres systèmes de communication en ligne. Et du côté de Linkurious, la sécurisation de la communication des données est aussi très importante, puisque ce qu'a fait le consortium, c'est de mettre à disposition l'interface de notre logiciel pour que leurs 370 journalistes à travers le monde puissent y accéder sans, ou en tout cas en limitant les risques de fuite de données, que ce soit des pays comme la Russie ou même le Panama. Puisque tu as le micro, je te posais une question. Au départ, ta plateforme Linkurious, c'était pas du tout fait pour des journalistes? Alors, je dirais pas du tout. À la création de la start-up, on a eu très envie de pouvoir aider les journalistes, et ça a toujours été une envie depuis la crise bancaire de pouvoir permettre de montrer facilement des systèmes un petit peu complexes, par exemple l'interdépendance entre les banques, et s'il y a une banque qui fait faillite, toutes les autres peuvent suivre. Bon, ça, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées lorsqu'on n'a pas la vue d'ensemble. Et avec Linkurious, on a proposé un outil qui facilite l'enquête, qui accélère ce travail d'enquête et qui a été utilisé pour cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde de l'entreprise, on est confronté de plus en plus à ce type de questions où on peut mettre en place des méthodes et des outils qui sont initialement issus du domaine du renseignement ou de la défense. Tu as des exemples de secteurs où c'est utilisé? Oui, par exemple, sur des secteurs bancaires, assurance, on peut faire de la détection de fraude. Donc là, on reste dans de l'enquête, mais aujourd'hui, on travaille par exemple avec le ministère des Finances pour détecter des fraudeurs à la TVA, ou avec des sociétés de transfert de fonds pour détecter d'éventuels cas de blanchiment d'argent. Mais on a des cas qui sont aussi plus exotiques. Par exemple, on peut travailler avec le domaine médical pour pouvoir améliorer l'analyse de données de santé, ou de pouvoir travailler à sécuriser les systèmes d'information des entreprises contre des attaques externes. Alors, comment ça s'est passé avec les journalistes? Comment tu as appris que les journalistes utilisaient la plateforme? Comment ça s'est passé le premier contact? Je crois que tu as un peu oublié l'origine, mais tu peux retracer un peu le fil? Ah oui, alors on aime beaucoup démocratiser la façon dont les entreprises ou des organisations peuvent utiliser les données, et donc on tient un blog. Et sur ce blog, on avait initialement montré comment utiliser Linkurious, dont je peux vous montrer rapidement une présentation à quoi ça ressemble. Ouais. En petit, mais on verra ça. Donc on avait montré comment utiliser les données de Offshore Leaks, qui était déjà un scandale il y a quelques années, sur lesquels on a des problèmes justement de fuite bancaire.
Et ils nous ont contactés, très intéressés, c'était dans le cadre de SwissLeaks, pour pouvoir accélérer le travail de vérification d'informations, ce que les journalistes appellent fact-checking, pour pouvoir avoir une meilleure confiance dans les articles publiés. Et lorsqu'ils ont eu ensuite accès aux données des Panama Papers, ils ont naturellement fait appel à nous, cette fois pour travailler dès le début de l'enquête, pour être capable d'accélérer vraiment l'ensemble du process. C'est quelque chose de très important. Les technologies qui sont liées à l'analyse de données peuvent vraiment transformer complètement la façon dont on fait du journalisme d'investigation, qui par ailleurs peut être très peu financé. C'est très difficile de faire des enquêtes qui durent plusieurs mois. Et pour cela, eh bien, les journaux mettent en place de nouvelles stratégies, par exemple l'embargo pour communiquer tous en même temps, mais cela implique aussi une meilleure collaboration, et donc les technologies, les logiciels vont permettre de fournir des intermédiaires pour pouvoir coordonner l'ensemble. Guillaume, la modélisation sous forme de graphes de problèmes, de problèmes d'enquête ou d'investigation très larges semble effectivement être plébiscitée. Est-ce qu'elle a des limites? Quelles sont les fonctionnalités de Linkurious? Et est-ce que cette modélisation, cette exploitation a des limites dans le cadre d'un usage journalistique? Alors, il y avait plusieurs enjeux très importants dans le cadre de cette enquête. Le Consortium international de journalistes a récupéré des données un peu particulières. Je vais vous montrer ça. Voici des exemples de documents papier qui ont pu être extraits. On va avoir des emails, des cartes d'identité, des bons d'action aux porteurs qui permettent de ne pas savoir qui possède vraiment les actions, des comptes rendus de réunions, tout ce qui fait, on va dire, la vie de société normale. Mais il y a eu aussi une sorte de registre des sociétés, comme si vous allez sur société.com, sauf que là, c'était pour Mossack Fonseca. Et l'intérêt de ce type de registre, c'est qu'il permet de rapidement retracer les liens entre des individus qui vont diriger la société, d'autres qui vont être actionnaires, d'autres qui vont servir d'intermédiaires pour pouvoir contrôler ces sociétés. Et donc, on va représenter ça sous la forme d'un diagramme un peu particulier, où on va avoir ces sortes de bulles qui vont représenter nos clients, nos sociétés, nos administrateurs, et on va avoir des flèches pour pouvoir représenter la façon dont l'ensemble est relié. Ça, c'est ce que l'on appelle un graphe. Et c'est ce qui est visible sur votre site internet ou sur la plateforme dans une partie publique. C'est-à-dire que chacun peut aller consulter un certain nombre d'éléments issus de l'enquête. Alors aujourd'hui, c'est désormais possible. Dans le cadre de l'enquête initialement, nous n'avions pas eu connaissance de... À aucun moment vous êtes intervenu sur les données, c'est ça? À aucun moment, exactement. Le consortium a pris notre logiciel, il l'a déployé, a formé les journalistes, et ils se sont débrouillés pour collaborer, pour rechercher des sociétés, des individus, découvrir les liens et partager des visualisations ensemble. Par exemple, si on regarde les connexions du Premier ministre islandais, on va découvrir qu'il a monté une société offshore avec sa femme. On a la même adresse dans les données et qui est une société opérée au Luxembourg. Là, ici, il n'y a aucune obfuscation. C'est une enquête qui a été assez rapide. Mais c'est parfois beaucoup plus compliqué, puisque le but du jeu, c'est aussi de pouvoir cacher ses identités à différents niveaux, donc de construire, d'avoir des prête-noms, de diviser ses biens auprès de différentes sociétés. Je te sens inquiet, Guillaume. Non, interrogatif sur la modélisation, encore une fois, sur ce graphe qui indique qui présente des nœuds de nature différente, des arêtes, donc des liens entre ces nœuds également de nature différente, donc c'est un graphe multirelationnel. Est-ce que l'outil Linkurious, la plateforme, permet de travailler avec ces objets qui sont malgré tout assez complexes, et surtout de ne pas finalement récupérer un grand graphe, donc la topologie d'un grand graphe qui met en réseau tout avec tout, sans être en mesure de distinguer ce qui relève du lien de, je sais pas, typiquement travail chez, habite à, etc. Donc sans être capable de ne plus distinguer la nature de la relation.
Donc, quels éléments vous avez sur la plateforme pour jouer avec ces différents points de vue en fait, sur les mêmes données? Alors pour répondre à cette question, je vais revenir rapidement sur comment est-ce qu'on fait pour en arriver à ce résultat. Donc comment on fait? On va prendre des données qui ici étaient le registre des sociétés de Mossack Fonseca, on va les reformater, on va les transformer dans ce qu'on appelle une base de données de graphes, où on va avoir justement ces entités en relation. Et ensuite, on va connecter un logiciel comme Linkurious qui va fournir une interface web de recherche et d'exploration qu'on appelle l'exploration locale sur les données, où on va afficher que ce que souhaite afficher l'enquêteur. Donc on va lui fournir les moyens pour pouvoir découvrir le voisinage ou l'entourage de telle ou telle entité avec différents degrés de filtrage pour qu'il soit capable de pouvoir vraiment cibler son parcours au sein des données, de ne pas être surchargé par la masse d'informations qu'il peut y avoir, puisqu'on a des clients qui vont traiter des milliards de nœuds et liens. Alors, Linkurious, c'est une plateforme effectivement qui offre ce genre de service aux journalistes, mais dans la réalité du quotidien du journaliste, le type d'outil qui est utilisé, au-delà de la feuille de calcul Excel, qu'est-ce que c'est? Enfin, dans la chaîne de traitement de la collecte, du nettoyage, de l'agrégation, de l'analyse, de l'exploration, de la visualisation de données, vous avez quoi comme boîte à outils? Ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de gens savent que les médias, ils n'ont pas d'argent, du coup, il n'y a pas d'outil adéquat qui est développé. Donc, un des travaux qu'on doit effectuer, c'est vraiment essayer pour chaque type de données de trouver l'outil qui est le plus performant. Et donc, ça dépend vraiment de l'enquête sur laquelle on travaille. En dehors de juste un tableur, on peut utiliser des outils qui sont comme Google Refine, pour nettoyer des bases de données ou les brancher les unes aux autres. Et après, tout ce qui est plus performant pour des grosses... Donc là, c'était vraiment une des plus grosses bases de données qui a été récupérée. Il y en avait beaucoup qui étaient aussi... il y avait beaucoup de nettoyage à faire. Du coup, une partie du travail, c'est vraiment de faire de la veille et d'essayer d'identifier, comme Linkurious, tout un tas de petits outils en se disant ça, je le mets dans un coin et peut-être qu'un jour, je vais revenir dessus. Et effectivement, après, Linkurious, c'est quelque chose, c'est un des rares outils qui existe pour tout ce qui est relationnel. Et donc, quand il y a ce genre d'outils quand il y a ce genre de base de données qui se présente, on se dit tiens, là, je vais utiliser cet outil sur les bases relationnelles. Une autre fois, c'est Tableau Public qui permet de faire de l'analyse de données beaucoup plus... je sais pas de mots. Qui permet de faire plus des visualisations et de faire des recoupements entre les données. Une autre fois, ça va être développer son propre logiciel, par exemple au Guardian, pour analyser les fichiers de Edward Snowden. Il y a un journaliste qui a développé un logiciel pour faire le moteur de recherche, pour retrouver comment ça marchait, pour déployer l'arborescence, récupérer des informations aussi là-dedans. Et donc, il y a une des choses excitantes de ce travail, c'est aussi qu'il n'y a pas d'outil type et on ne peut pas mettre les données quelque part et puis appuyer sur un bouton et avoir à la fin toutes les informations dont on a besoin. Et à la fin de cette chaîne de traitement, vous produisez des objets numériques qui servent à raconter des histoires, donc des nouvelles narrations. Quelle est la rigueur journalistique que vous avez en tant que professionnel du journalisme sur ces objets-là? Est-ce qu'il est possible de les tracer, de les maîtriser, de savoir d'où ils proviennent, comment ils ont été générés, à quelle fin? Est-ce que cette rigueur-là, elle est présente aussi dans la construction de ces objets, comme elle l'est dans la construction des articles, ou est-ce que c'est encore au stade artisanal finalement? Dans le journalisme, il y a quand même beaucoup d'artisanat à tous les niveaux. Après, il y a de la rigueur partout, parce qu'on fait très bien notre métier. Mais effectivement, il y a des habitudes, donc on est plus habitué à travailler sur du son, sur de l'image, sur du texte. Et donc, c'est des choses que les gens savent critiquer facilement. En revanche, sur tout ce qui est un peu plus visuel, d'infographie, de data vis, de info-visualisation, que sais-je, il y a un effet un peu stupéfiant pour l'ensemble des journalistes. Et on
on se dit waouh, c'est trop bien. Et puis après, on dit mais est-ce que tu es sûr que ça répond à la question qu'on se pose? Est-ce que tout un tas de travail, de relecture qu'on fait pour des articles normaux, pour des enquêtes, pour savoir s'il y a suffisamment de nuances dans un... Parce qu'un graphe tel qu'on l'a montré, il n'y a aucune nuance. Il y a des liens entre les choses. Et par exemple, si on voulait faire un graphe comme ça pour résumer une affaire judiciaire, s'il y a une flèche entre deux personnes, ça implique qu'elles se connaissent. Et c'est beaucoup plus... pour le lecteur, ça va être beaucoup plus... évident que les deux sont liés, même si on a mis dans petit ce lien n'est qu'une hypothèse de travail ou je ne sais quoi. Donc, c'est un des défis qui reste à résoudre, c'est vraiment de réussir à avoir la même attention et la même exigence, que ce soit dans la nuance du texte ou dans la nuance de tous ces nouveaux formats qui permettent de raconter aussi l'information. Est-ce que tu peux retracer la temporalité de ces enquêtes? Combien de temps ça dure? Et à partir de combien de temps j'imagine qu'il n'y a pas de règle, mais tu commences à écrire tes premiers papiers, c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail d'enquête préalable sur la donnée. À partir de quand tu commences à écrire une narration? Ma réponse, ça va être que effectivement, ça change tout le temps. Mais sur une grosse enquête comme SwissLeaks, on a eu la clé, je crois que c'était en avril. On a fait la réunion avec tous les journalistes début septembre et on a publié en février. Donc ça a duré presque un an. Après, sur d'autres petites enquêtes... Un an de collecte et de traitement de données, c'est ça? Un an de vie d'une rédaction. Non, mais du coup, il y a commencé à recueillir des informations, commencer à analyser la base, se rendre compte qu'on n'est pas assez compétent pour le faire, donc prendre plus de temps pour l'analyser, se rendre compte que finalement, on devrait mieux la partager, attendre que les partenaires répondent. Donc, en temps effectif, sur SwissLeaks, on a commencé à écrire vraiment dans le dernier mois de l'enquête. Et après, sur d'autres petites enquêtes, ça peut être au même moment. Et puis, parce que raconter la démarche journalistique, raconter l'enquête et comment elle se passe, ça permet aussi, sur des objets complexes ou des enquêtes complexes, de raconter de rendre plus simple à comprendre ce qu'on est en train de faire. Là, par exemple, BuzzFeed a travaillé avec la BBC sur des paris sportifs et ils ont montré qu'il y avait sûrement une quinzaine, je crois, de tennismen qui avaient des paris un peu louches et qui potentiellement étaient truqués. Et ils ont commencé, pareil, ils ont eu 6 mois pour faire l'enquête. Et tout ça, c'est parti d'un papier de recherche d'un statisticien qui a dit « J'ai regardé tel site de paris, il me semble que là-dedans, il y en a 10% qui sont un peu truqués. » Et il a juste démontré ça. Et du coup, le journaliste de BuzzFeed aux États-Unis a commencé à faire un travail beaucoup plus systématique sur tous les paris sportifs dans le tennis. Et donc, je ne sais plus pourquoi je racontais ça. Sur la narration. Mais oui, et du coup, à la fin, en plus de... Comme ils n'avaient pas de nom, en gros, c'était ça leur principal problème, c'est qu'ils avaient identifié 15 profils de personnes qui avaient potentiellement participé à des paris truqués, sauf que, bien sûr, aucun tennisman n'a dit « oui, c'est vrai, j'ai touché de l'argent pour perdre ». Et tout ce qu'ils avaient, c'était cette intuition statistique. Et donc, tout leur article et toute leur narration, ça a été de raconter leur méthodologie, comment ils avaient travaillé, quel modèle statistique ils avaient utilisé, ce qui leur a permis, par ailleurs, en fouillant un peu là-dedans, de tomber sur d'autres documents beaucoup plus concrets sur le fait que l'ATP, qui organise toutes les compétitions de tennis, avait laissé sous le tapis plusieurs enquêtes sur le sujet. Mais du coup, sur cette enquête-là, leur narration, ça a été clairement que sur la méthodologie, puisque à la fin, ils ne pouvaient pas dire il y a un tel et un tel. Et en même temps, c'est quand même quelque chose d'important à porter à la connaissance du public, que potentiellement, une quinzaine de joueurs dans le circuit actuellement font des paris truqués, font des matchs truqués. Vas-y. Non, je voulais redonner la parole à Sébastien pour nous revenir sur les Panama Papers et puis la manière dont Lincurious on va revenir après. a été attaché.
On n'est pas couché. Tu voulais présenter la façon dont ça s'est passé, le déroulé de l'enquête sur les Panama Papers? Alors, du point de vue d'un informaticien, c'est très étrange, puisque nous n'avons jamais eu connaissance de la nature de l'enquête. Nous n'avons jamais eu accès aux données non plus. Il faut savoir que sur toutes les données critiques, les organisations, les entreprises refusent de plus en plus d'utiliser des services cloud. Et typiquement, le consortium a utilisé Linkurious sur leurs serveurs sécurisés par eux-mêmes. Donc, de notre point de vue, ce que l'on a vu essentiellement, la façon dont on a travaillé avec eux, c'était de pouvoir faire évoluer le logiciel en fonction de leurs besoins, puisqu'on sait derrière que ça va servir à d'autres de nos clients. De les accompagner aussi sur tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la vie normale d'un logiciel. Donc, ils avaient notre priorité maximale, même si on a travaillé gratuitement avec eux. Et de pouvoir endosser aussi une responsabilité assez importante, puisque le logiciel déployé, des journalistes accèdent aux données. Et si on a des failles, elles pourraient éventuellement être exploitées, compromettre la vie peut-être de certains journalistes. Ça remue l'ensemble de l'équipe. Et c'est quelque chose qui se voit assez peu lorsqu'au final on ne parle que de code, de logiciels, d'interface. Mais derrière, c'est des logiciels qui sont créés, portés par des humains. Il nous reste combien de temps? 1 minute? Ça va être court pour la présentation. Par rapport à cette enquête, j'imagine que pour Linkurious, ça a changé beaucoup de choses au final, en termes de notoriété notamment. Ah oui, tout à fait. On a eu une explosion des demandes commerciales. On a aussi des personnes fantastiques qui veulent rejoindre l'équipe. Ça, c'est chouette. Et on en profite aussi pour faire une levée de fonds. Et côté rédaction, est-ce que ça change quelque chose maintenant d'avoir montré que ce type d'enquête, d'outils, de méthodos avait un impact planétaire finalement? Est-ce que dans des rédacs dans lesquels tu es intervenu au Monde ou à Libération, est-ce que finalement ce type d'enquête a créé ces lettres de noblesse? Pour l'instant, j'ai l'impression que ce qu'on garde. Ou est-ce que c'est encore marginal? Ouais. C'est un peu le conte de fées de se dire tiens, il y a une personne qui nous a amené un DVD et puis on l'a partagé au monde entier, on a fait un truc génial. Et on voit assez peu le temps de travail que ça a nécessité, l'investissement financier que ça a nécessité. Et dans beaucoup de rédactions, il n'y a pas forcément autant d'investissement possible en termes de temps. Et en revanche, ce que ça apprend, c'est que la collaboration, ça reste quand même un des défis du journalisme, parce que les journalistes sont quand même depuis longtemps habitués à travailler tout seuls, à travailler sur leurs petits articles, à garder leur scoop pour eux, à essayer vraiment de pas le faire, de pas forcément se le faire voler par d'autres gens. En revanche, ces Panama Papers et les précédentes investigations, elles ont montré que la collaboration, ça permettait d'avoir des meilleures enquêtes, d'avoir plus de retentissement, de travailler aussi avec d'autres types de profils. Ils ont travaillé avec Linkurious, mais c'est aussi j'ai travaillé à Libération sur une enquête sur le coût des trajets pour les migrants qui essaient de rejoindre l'Europe. Et le consortium qui l'a fait, qui est pareil, c'est une collaboration entre différents journalistes, ils ont fait appel à un statisticien pour que les coûts soient représentatifs statistiquement. Et donc, une des leçons de ça, c'est la collaboration. Et un bon exemple, c'est par exemple que l'enquête de Mediapart et France Inter sur Denis Baupin et les accusations de harcèlement, elle a été publiée au même moment sur les deux médias, et ça a eu du coup plus de retentissement pour les mêmes raisons que je l'expliquais tout à l'heure. Et je pense que c'est une des leçons gratuites et peu difficiles à mettre en œuvre qu'on peut retenir de tout ça. Bon, Pierre-Luc nous presse de terminer, même si le sujet est passionnant, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 1 an au complet sur ce stage-là. Il faudrait se faire un petit camp, un petit lit en arrière, et on se relaie, et on n'aurait pas fini de faire le tour de ce sujet-là. Je crois qu'ils avaient une petite annonce, mais alors, très courte, chacun dans son domaine. Oui, allez-y. Alors nous, du coup, moi je travaille à Libération dans une équipe où on essaie de faire du data journalisme et des nouveaux formats. On cherche un développeur. Vous pouvez trouver
l'annonce à l'adresse sur le Bitly. Je crois que c'est bit.ly/6+, le nom de l'équipe, -dev, DEV. Bon, j'espère que vous avez noté. Il paye 100 millions d'euros. C'est ça. Et tu avais une annonce également? Non, pas du tout. Oui. On recrute des développeurs et des designers en expérience utilisateur. Donc, si vous avez la fibre des données pour pouvoir travailler sur des challenges très importants pour le monde de demain, venez nous rejoindre. Guillaume, tu recrutes également, je crois, des étudiants? Oui, mais nous, on les fait payer, on les paye pas. En formation continue pour le DU Data Media. Donc, qui s'ouvre à partir de ce mois-ci. 2017. Oui. Voilà, merci. Excellent. Merci, messieurs. Merci énormément.